On sait qu'un homme peut devenir soit un prince, soit le dernier de ses serfs. C'est-à-dire, dans un État moderne, le premier ministre ou le dernier de ses électeurs fantoches. A-t-il plus de chances de devenir l'un ou l'autre? Ne nous attardons pas sur ce problème. Le misérable situé au plus bas de l'échelle sociale se caractérise par son impuissance absolue. Il est triste, puisqu'il est soumis à tout, et que rien ne lui est subordonné. Et qu'un seul être lui soit inférieur, et le monde change pour lui. L'échelle sociale lui semble s'allonger, et son extrémité s'éloigne de lui d'une longueur de cheval, d'une hauteur de vache, d'une épaisseur de chien. Celui qui s'est toujours senti chien connaît à partir du moment où on lui fait cadeau d'un chien, à lui, des instants où il peut donner des ordres et des coups de pied à quelqu'un. Bien plus, comme il peut aller jusqu'à tuer sa créature, il va vraisemblablement l'épargner. Certes, il lui administrera un coup de pied de temps à autre, mais subitement il éprouvera pour elle de la pitié. Pitié, la pitié est née, la compassion. Ma chère bête, mais tu partages mon sort. Viens ici, ma mignonne. Le plus difficile de tout, mes enfants, c'est de changer délibérément sa vie. On a beau estimer que l'on conduit sa locomotive soi-même, c'est toujours quelqu'un d'autre qui se charge de l'aiguillage, quelqu'un qui en sait moins que soi. Notre existence actuelle est de nature active. On vit sa vie comme un long assaut. La vie entière de la société, les manières de travailler, de prier, de se divertir, tout est imprégné d'agressivité, reconnu, cultivé, accepté, planifié. Ne parlons même pas de la production ou de la diplomatie, puisque la première déjà m'apparaît comme une agression envers Dieu. Toute notre éducation nous a appris à ne viser finalement qu'un but, l'autosatisfaction. C'est ce vers quoi tendent tous nos mouvements, même ceux qu'on accomplit en rêve ou le dimanche. Toute interruption de ces mouvements ne passe que pour un ajournement de l'autosatisfaction future. Tout ce qui arrive, tout ce vaste fleuve, ce cours impétueux des événements, y compris les plus doux et les plus agréables, ne saurait être conçu autrement que comme un affrontement d'agressivité cultivée. Personne n'est plus prêt à attendre simplement, à attendre n'importe quoi. Aussi ne peut-on plus rien attendre. Personne ne veut plus pratiquer l'observation. Celle-ci n'est ni enseignée, ni cultivée. Tout le monde a inconsciemment renoncé à elle. Nous avons certes des laboratoires et des instituts d'observation spécialisés, mais ici, l'observation ne joue qu'un rôle productif. C'est un investissement utilitaire. Rien à voir avec l'observation à laquelle je pense. La véritable observation, disais-je en somme, est un état d'esprit. Je dis maintenant plus exactement que c'est un mode d'existence. Mode sédentaire, disons passif, paisible et silencieux. Une attente? Non, car attendre quoi? Le temps ne passe pas pour l'observateur. Ce n'est pas un paysan qui attend que le blé monte en herbe. Au contraire du chat qui surveille le comportement des souris, le véritable observateur est tout à fait désintéressé quant au résultat de son observation. Telle que je la conçois, elle est un état physique qui ne trouble en rien le recueillement de l'esprit, lequel existe bel et bien. L'esprit reste attentif, mais nullement tendu par l'attente. S'abstenant de tout jugement, il est également éloigné du plaisir et du dégoût. L'observation est liée à l'oubli de soi-même. C'est une sorte de faculté dont, parmi toutes les créatures, l'homme seul peut disposer, à condition toutefois qu'il renonce à tout intérêt humain qu'il pourrait tirer de l'objet de son observation. L'observateur modèle serait Dieu, car il n'existe pas de communication entre l'œil de l'observateur et ses pattes avec lesquelles il pourrait intervenir dans ce qui se passe, comme s'il regardait sans voir, comme s'il voyait, mais avait placé son argent dans les actions d'une autre entreprise. Ô vieux mur chaud qui, un jour, serait décomposé en briques et en pierres, un reste des pensées et des états d'âme des maçons s'envolera-t-il alors dans l'espace, par vos lézardes? Et toi, grande roue de locomotive, mise au rebut sur une voie de garage rouillée, en refroidissant et en tombant en ruine,
Feras-tu entendre un soupir de la volonté constructive de ton ingénieur mécanicien? Et vous, planches des vieilles clôtures de gare, votre surface chenue n'offre-t-elle pas le témoignage du travail du forestier? Sinon, que deviennent les projets des voyageurs qui s'étaient donné la peine de se déplacer afin de pouvoir... Où sont-ils? En quoi se sont-ils transformés? Quand, au moment de l'anéantissement, toute volonté et tout désir s'évaporent comme une mince fumée, à qui fait-on ce sacrifice? Et qu'exige-t-on exactement? Le long du ruisseau, un homme marchait lentement, posant sur toute chose le regard mélancolique de celui qui cherche à s'anoblir en s'apitoyant sur l'éphémère. À quoi bon toutes mes paperasses, et à qui sont destinés mes calculs nocturnes? Pensa-t-il du même coup, succombant à l'impression que la journée qui s'achevait était belle, et que demain, de nouveau, il y aurait du soleil. Demain.